Si tout le monde est installé. Joanne, je fais la discipline. Ceux que j'ai formés savent que j'ai un vrai sujet avec le temps. Alors, on va pouvoir poursuivre ce bel événement. En tout cas, moi, je me réjouis de cet événement avec Orange et je suis ravie d'accueillir nos deux intervenants pour ce deuxième Rex. Le contract management comme offre de service, quel business model? Sujet ambitieux, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est vrai que... Juste. Oui, vas-y, Daniel, je t'en prie. Merci et bravo à la table ronde précédente. Elles ont été brillantes. Brillante. Ouais, juste, la barre est haute. Je pense qu'on est globalement, je dis bien globalement, je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir le même niveau de maturité dans la culture d'entreprise par rapport à la progression du contract management, mais je parle avec du haut de mon grand âge sur le contract management de façon générale, puisque moi je l'ai commencé toute jeune, à 23 ans. Et, ton grand âge. Ouais, mon grand âge, je fais pas mon âge, c'est pour ça. Et je pense qu'on est quand même globalement convaincu que le contract management est nécessaire, même vital au sein des organisations. Je pense que les questions d'acceptabilité sont pas complètement derrière nous, mais elles sont quand même bien amorcées. Et que la professionnalisation est croissante. On a aujourd'hui une certification reconnue par l'État. On a des associations professionnelles du contract management. On a bientôt, je l'espère, dans les conventions collectives contract manager. On a déjà des enquêtes, des grilles de salaire qui sont diffusées, des outils. Donc je pense que cette professionnalisation est là. On parle souvent d'expertise, de fonctions stratégiques. Notre ambition aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que le contract management peut constituer un actif business à proprement dit et essayer de vraiment le penser comme une offre de service. Et c'est vrai que c'est un sujet, et j'en ai discuté avec Orange et notamment aussi Yasmina en amont, sur le fait que c'était... vraiment quelque chose qui était intéressant de développer, d'aller un peu plus loin et de creuser ce sujet. Donc, c'est pas un sujet facile parce qu'il est à la fois très présent déjà dans vos organisations, mais c'est aussi l'idée de se projeter et d'inspirer le public qui nous accompagne aujourd'hui pour voir comment effectivement on peut passer un cap et dépasser toutes les discussions qu'on a pu avoir sur l'acceptabilité de la fonction et vraiment se projeter sur ce business model. Alors je vais avoir la chance de débattre de ça avec nos deux intervenants que je vais laisser se présenter. Stéphanie, tu veux bien commencer? Oui, merci beaucoup Nawal. Bonjour à tous, moi je m'appelle Stéphanie Garnier et je suis responsable du contract management chez OVH Cloud. Et peut-être ça va servir le propos plus tard, mais je suis intervenue dans différentes structures d'entreprise comme Accenture ou Inetum. Daniel, tu peux quand même juste, pour qu'on repositionne ton expertise, nous dire ce que tu fais précisément chez Orange, s'il te plaît. Je manage Yasmina. Oula, déjà là, c'est un gros programme. C'est un métier, hein, je peux vous dire. C'est un métier. Non, je manage une entité qui s'appelle Business and Customer Performance. Assez récemment, toutes nos forces de project management et de contract management ont été réunies dans mon organisation. C'est deux métiers différents, hein, mais j'y reviendrai après. C'est ce qu'on appelle tous les deux des professional services. Donc c'est très en lien avec les clients, c'est très en lien avec le fait de respecter nos promesses à nos clients et c'est super. Et il y a des équipes formidables. Magnifique. Alors, on va essayer, dans cette première partie de ce Rex, de comprendre le contract management, évidemment, comme une offre de service, voir ce qu'on peut en dire. Et Daniel, ne range pas trop vite ton micro. Quand est-ce qu'on peut vraiment parler d'offre de service en contract management, selon toi? On peut commencer à en parler. Si vous voulez... pour moi, c'est extrêmement clair que le contract management, ça apporte une valeur business. Ça apporte une valeur business pour nous en interne Orange et pour nos clients. La valeur business, si on peut la résumer, mais bon, ça peut sembler assez trivial, hein, c'est d'abord sur le fait de respecter ses engagements vis-à-vis du client et de bien maîtriser ces engagements. Et deuxièmement, de gérer la complexité du contrat qu'on a fait avec nos clients. Il faut bien voir que les environnements se complexifient de plus en plus.
on voit de plus en plus de contrats multiservices, de contrats multi-interlocuteurs, de contrats multi-géographie. Il y a des pressions budgétaires de plus en plus prégnantes. Je pense que tout le monde les vit. Il y a des pressions compliance. Il y a maintenant un suivi RSE. Il y a donc de plus en plus de complexité. Je veux, pour exemple, le fait... je suis content de partager cette table ronde avec Stéphanie, parce que quand on y réfléchit bien, Stéphanie est d'OVH. Et OVH, si on regarde bien, c'est un client d'Orange, c'est un fournisseur d'Orange, c'est un concurrent, et c'est un partenaire. Donc il faut... c'est tout ça. Non, mais en fait, derrière cette petite histoire, c'est quand même une complexité de gérer des contrats avec des compagnies où il y a toutes ces dimensions à gérer. Et juste, si je peux vous donner un exemple dans notre secteur télécom, sur vraiment l'offre de service et comment elle évolue. Prenons un exemple, il y a encore une dizaine d'années, une grande société, peu importe laquelle, comme L'Oréal, qui est implantée partout dans le monde. Elle avait un fournisseur réseau. C'était Orange, à l'époque. Et donc, on leur fournissait le réseau partout dans le monde. On le faisait pas forcément tout seul. On achetait du réseau à des providers, etc., pour leur fournir un réseau mondial. Mais maintenant, L'Oréal, leur gouvernance s'est complexifiée, on va dire ça comme ça. De plus en plus, ils responsabilisent leurs différentes branches, de plus en plus, ils responsabilisent leur géographie. Et donc, le réseau de L'Oréal, c'est plus un fournisseur, c'en est plein. Donc, c'est 5 fournisseurs de réseau partout dans le monde. Et 5 fournisseurs de réseau... Donc c'est bien parce que L'Oréal a l'impression, et je pense que c'est réel, d'acheter mieux, d'acheter au plus près, sauf que à un moment, il faut qu'ils aient le contrôle global de leurs moyens de communication. Et donc est émergé un nouveau service qui va unifier pour L'Oréal le fait que L'Oréal, maintenant, il a plusieurs providers, plusieurs fournisseurs de solutions de communication, maintenant ils ont besoin d'un nouveau type de contract management, en l'occurrence, qui va unifier, qui va présenter les mêmes reporting sur toutes les géographies, qui va gérer la même supervision sur toutes les géographies, qui va des fois être réceptionnaire des incidents et router les incidents aux différents providers. Donc tout ça, c'est des nouvelles gouvernances qui se sont nourries de la complexité ou de l'évolution, en tout cas, du monde commercial et du monde des entreprises. Donc il faut toujours avoir cette valeur, avoir en tête cette valeur qu'on peut apporter à nos clients et d'adapter notre offre de service et notre offre de contract management aux besoins du client. C'est clair, on retiendra unification dans ce que tu dis parce que c'est très important. Stéphanie, pour toi, quand est-ce qu'on peut vraiment parler d'offre de service et pas uniquement de simple accompagnement ? Je pense que la question est assez intéressante parce qu'en fait, ça dépend de la structuration de l'entreprise, de la maturité de l'entreprise, du positionnement du contract management, je pense, dans l'entreprise. Aujourd'hui, typiquement, chez un OVH Cloud, le contract management est, on va dire, une toute petite équipe. Et donc, on intervient dans les différentes phases de vente. Donc, à la fois en avant-vente. Et donc, quand on intervient en avant-vente, on a plus tendance à être vu et perçu au sein de l'entreprise comme une fonction support. On intervient avec les juridiques, avec la finance, etc. À l'inverse, quand on intervient en delivery, je pense qu'on peut beaucoup plus se positionner comme... alors, j'ai envie de dire, comme vecteur de valeur, mais également comme une offre de service, c'est-à-dire une intervention, négociation complexe ou accompagnement sur des deals complexes. Donc je pense qu'il y a un des axes, c'est à la fois le positionnement du contract management dans une entreprise et à la fois aussi la maturité de l'entreprise. Parce qu'en fonction de la maturité de l'entreprise, c'est ce que je disais en introduction,
Si vous êtes je pense chez Orange, vous êtes extrêmement mature sur le contract management, ou même, moi j'ai commencé mes armes chez Accenture, où ils sont précurseurs en matière de contract management. Il y a le process qui va bien, le sponsoring, parce que je pense que c'est vraiment clé pour faire rayonner le contract management comme offre de service. Voilà, exactement. Donc voilà, peut-être en synthèse, c'est et le positionnement et la maturité de l'entreprise. Je te garde avec moi, Stéphanie. Quelles pourraient être les propositions de valeur qu'on pourrait formuler, si tu veux, pour modéliser un petit peu ça? Je pense qu'on a tous, enfin en tout cas personnellement, pour pas faire de généralité, été challengé sur la valeur du contract management. Et qui plus est, quand on est amené à développer le contract management dans une entreprise, c'est concrètement, en fait, c'est un coût. Donc en face, c'est quoi la valeur ajoutée? La valeur ajoutée qu'on peut apporter, elle est différente en fonction des phases de vente, encore une fois. C'est-à-dire qu'en avant-vente, on peut, et encore une fois, je le regarde sous le prisme d'offre de valeur, mais d'offre de service, on apporte de la valeur en avant-vente, à la fois sur un accompagnement dans les négociations, à la fois dans un rôle aussi de facilitateur, ou même souvent de fusible. Non, mais ça arrive, et c'est OK. En delivery soit dans le cadre de claim de façon ponctuelle, soit dans l'accompagnement de projets. Et autre clé de valeur, c'est au moment du handover, c'est-à-dire de se prémunir des risques, de faire en sorte que le contrat soit bien appréhendé par tous les acteurs du projet pour derrière s'assurer d'une maîtrise du risque sur le projet. Donc voilà. C'est clair, Daniel, toi, sur la proposition de valeur, est-ce que tu voudrais compléter J'avais lu un constat qui est que dans 65% des cas, les projets échouent totalement ou partiellement dans les entreprises. Et c'est 75% même dans l'IT. Et ça, c'est dû à une gouvernance défaillante. Donc, avoir un bon contrat, c'est bien. Avoir une bonne gouvernance, c'est indispensable pour délivrer la promesse. Donc, c'est là où le contract management rentre en jeu, et la valeur qu'il va apporter, c'est vraiment tout ce qui est dans la proactivité du suivi. Le fait d'avoir des livrables réguliers, des comités réguliers, le fait de formaliser, le fait de gérer des risques, le fait de s'inscrire dans une amélioration. Cet ensemble de choses. Donc sur le pilotage et la gouvernance, on retient. Le fait de parler d'offres de services, est-ce que ça peut venir changer la perception du contract management, selon toi, dans l'entreprise? Le fait vraiment de se dire, le contract management, c'est une offre de service, vraiment. Et donc, on va aller chercher cette offre pour répondre à quelque chose d'assez particulier, pour obtenir un résultat assez particulier. Est-ce que ça peut changer la perception en interne? Je pense que ça change nécessairement la perception en interne. C'est-à-dire qu'en positionnant le contract management comme une valeur ajoutée et offre de service, ça va permettre à la fois en interne, véhiculer une image de maturité, de sécurité, et à la fois vis-à-vis des clients en externe, ça va permettre aussi d'inspirer la confiance et d'être présenté comme un partenaire business auprès de nos clients ou même de nos partenaires. Tu partages ça, Daniel, sur le fait de parler d'offres de services tout de suite donne une autre dimension peut-être au contract management, vu comme une fonction un peu plus support jusque-là? Alors, moi, je vais en parler pour Orange, pour ce que je vis là. Pour nous, c'est fondamental d'avoir une offre de service, parce que on a un ADN d'opérateur, même si on fait de plus en plus de services. Et globalement, les opérateurs, c'est une collection d'offres pour répondre à des besoins clients, et souvent d'offres marketées, d'offres industrielles, etc. Et pour que notre service de contract management soit vendable,
à un client et donc qui soit considéré par les commerciaux et par toute la chaîne. Le fait de le définir dans une offre, de définir comment l'offre s'inscrit par rapport à toutes les offres techniques de la société, comment elle va compléter, comment elle va suivre, c'est fondamental. Donc, si on ne l'avait pas décrit comme une offre, ça passerait complètement inaperçu pour une bonne partie des vendeurs. Ah oui, donc c'est quand même assez marqué dans ta vision. Et même on a des outils de visage chez nous, etc. Et il y a tout un parcours quand on va faire un devis pour un client, et dedans il y a une étape pour définir qu'est-ce qu'on veut faire en termes de contract management, étant donné le besoin du client, Okay. étant donné la réponse. Ça rejoint la confiance que peut inspirer cette offre. Hein, c'est ce que tu disais. Effectivement, oui. On pourrait effectivement se dire, moi j'entends souvent en formation, on me dit, est-ce que tu formes nos clients ou est-ce que tu formes nos prestataires? Puis je dis oui, ils me disent, oh mince. Je leur dis, ben non, vous devriez vous réjouir. Le fait qu'il y ait du contract management sur vos projets de la part de vos clients ou de vos prestataires est un gage de qualité, effectivement, et de confiance. Donc c'est vraiment cette vision qu'on peut avoir. On a abordé très brièvement le point de la gouvernance, mais c'est aussi de pouvoir s'inscrire dans une gouvernance miroir par rapport à nos partenaires ou nos clients. C'est aussi vraiment gage de confiance, et je pense que c'est très important. Ouais. Et ben, Daniel parlait beaucoup de gouvernance, encore faut-il pouvoir avoir une gouvernance avec laquelle justement collaborer, parce que ça permet effectivement de faire avancer pas mal de sujets. On le sait, à l'ère de l'IA, c'est ce qui va nous rester, hein, le pilotage. Hein. C'est pas l'analyse fine, c'est vraiment effectivement notre capacité, et le savoir-être joue beaucoup là-dessus, sur la capacité à pouvoir piloter et gérer cette gouvernance. Mais Nawel, n'opposons pas. Enfin, l'IA, ça peut être un outil du contract management. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, se pose notre question de comment effectivement on va continuer à avoir de la valeur avec l'IA qui va nous délester, hein, positivement ou négativement. Je porte pas de valeur là-dessus. Sur nos tâches administratives, notre avenir, c'est le pilotage, je le pense. Donc ça rejoint justement cette idée de gouvernance. J'aimerais qu'on puisse maintenant amorcer une deuxième partie sur la modélisation interne de l'offre, structurer une offre pour les équipes internes et voir comment on pourrait justement décliner ça d'abord en interne. On abordera l'externe après. Daniel, comment définir un catalogue de services en contract management? Sachant que chez Orange, vous avez l'habitude de définir des catalogues de services. Est-ce qu'en contract management, ça suivrait la même logique ou ce serait un petit peu différent? Je pense que pour chaque offre doit retrouver son marché et doit répondre à des besoins. Hein. Et donc là, sur le contract management, je pense, l'idée c'était de prendre du recul sur le besoin et de voir, ok, si on fait une offre modulaire, quelles peuvent être les différentes étapes, les différents paliers. Donc moi, nous, on y a vu, enfin, tous ceux qui ont travaillé dessus, y compris notre marketing d'ailleurs, on a vu que ce qui structurait le plus, c'était la complexité technique de ce qu'on allait livrer aux clients, la complexité organisationnelle, et la complexité en termes de nombre d'interlocuteurs en fait. Et sur la base de ça, on a défini une offre de gouvernance de plus en plus riche, avec des contrats qui n'ont que entre guillemets qu'un rôle de contract manager, jusqu'à des contrats qui s'étoffent avec des billing managers, des directeurs des opérations aussi, et qui font partie de la gouvernance et qui vont compléter la solution de gouvernance qu'on va apporter aux clients. C'est très clair en interne, le catalogue de services. Stéphanie, avec ton expérience passée, mais aussi celle que tu as chez OVH, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Je pense, pour compléter le propos, moi, la clé pour développer un catalogue de services, c'est la structuration. C'est-à-dire déjà, comment on le fait? C'est-à-dire, quelle est l'offre, quel public on veut adresser et quel besoin. Ça, c'est donc une sorte d'audit pour savoir... pour faire le tour un peu des popotes et des départements, pour comprendre où est-ce que le contract management est important et où est-ce qu'on peut le positionner.
Ça, c'est un premier point. Après, je parlais de structure, et je pense que le process est important aussi. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on intervient? Parce qu'en fait, en fonction du département contract management, on a une force de frappe qui est plus ou moins importante. Si on a une équipe réduite, il va falloir faire un périmètre d'intervention plus réduit en fixant des seuils. Et puis, même quand on a des équipes plus importantes, on ne peut pas être partout. Donc, des phases d'intervention, des seuils d'intervention. Donc, tout un process, et puis de savoir comment on nous saisit aussi, dans quel cadre on nous saisit. Donc, et puis des KPI associés en fonction de l'offre, je pense. C'est-à-dire que si tu interviens sur du claim en tant que contract manager, tu vas avoir un KPI qui va être plutôt associé à du gain. Si tu es sur une intervention négociation ou pilotage de projet, ton KPI va être différent. Donc c'est vraiment de pouvoir packager tout ça. Alors c'est intéressant parce que parmi le public qui nous écoute, on a à la fois des grands groupes, mais on a aussi parfois aussi des grands groupes qui se structurent encore. C'est pas fort, tout le monde n'est pas au même niveau de maturité. Tu disais quand on n'a pas les ressources, est-ce que c'est d'autant pas plus important à cet endroit-là de justement structurer l'offre pour dire vous faites appel à moi, pas pour du PMO, pas pour du juridique uniquement, vous faites appel à moi parce que vous avez besoin de ça, ça et ça en interne. Est-ce que justement quand nos ressources sont limitées, c'est pas d'autant plus important d'avoir une offre de service? Je pense que c'est la clé, mais ça nécessite d'intervenir et de prendre de la hauteur tout de suite, pour pas se prendre les vagues du quotidien et de pouvoir se positionner. Et tout à l'heure, dans le précédent Rex, on parlait de l'importance, je pense aussi, d'être rattaché à la direction pour pouvoir rayonner. Et ça va permettre de pouvoir asseoir une ampleur, même dans les petits groupes, et un rayonnement, et de savoir exactement quel est le périmètre d'intervention pour pouvoir poser ses limites aussi. Daniel, comment vous valorisez vos indicateurs de performance en interne? Comment vous structurez ça par rapport à votre direction? Déjà, les indicateurs de performance, pour moi, pour ce qui est du contract management, pour moi, il y a deux étages. Il y a les indicateurs de performance du contract management eux-mêmes, mais les contract managers, ils sont là pour piloter un contrat global. Donc, les indicateurs du contract management, bien évidemment, on peut définir des SLA, des KPI sur les livrables qu'on produit, sur les délais de production, etc. Il n'y a pas de problème. Mais le contract management, il est là aussi pour gouverner l'ensemble du contrat. Et donc, les KPI de l'ensemble du contrat, qui peuvent être des KPI opérationnels ou autres. Et c'est bien le rôle du contract management que de surveiller l'ensemble des indicateurs et d'anticiper et de remédier, de gérer leurs dérivés. Donc deux étages, et c'est important de l'avoir en tête. Très bien. Stéphanie, quelque chose que tu as dit me donne envie de te poser une question. Tu as dit, on a parlé du fait de ne pas avoir forcément beaucoup de ressources. Est-ce que justement, ce ne serait pas un petit peu stratégique, quand les ressources sont limitées, de dire on a une offre de service, c'est un peu cool, donc est-ce que les gens ne veulent pas un peu plus quand il y a une offre de service et qu'il faut choisir? Est-ce que justement la contrainte liée à l'offre un petit peu encadrée crée pas justement l'envie? C'est un peu contre-intuitif, mais voilà, c'est, à mon sens, c'est un peu, tu sais, comme quand tu es à la cantine et que tu dis c'est cool de manger végétarien parce qu'en fait c'est vachement bien et tout le monde se dit ouais, j'ai envie que mes collègues me voient manger végétarien, tu vois, c'est un peu ça. Ouais, mais ça suppose de pouvoir créer de la valeur autour. Tu vois, c'est pourquoi tu as envie de manger végétarien? Parce que c'est bon pour la santé. Pourquoi tu as envie de faire appel à l'offre de service contract management? Parce que ça apporte de la valeur. Et on rejoint le point aussi des indicateurs. Mais oui, effectivement, c'est un positionnement stratégique au sein d'une entreprise où on fait naître le contract management. Et ça suppose ici d'avoir des sponsors. Et on y reviendra, mais je pense que la communication en interne est vraiment clé. C'est-à-dire, et il ne faut pas hésiter, je pense, quand en tout cas on développe le contract management et qu'on veut le positionner en tant qu'offre de service, de se faire aussi aider par les équipes marketing pour pouvoir packager l'offre de service en tant que contract management. Daniel, toi qui as une grande expérience dans l'offre de service, est-ce que tu es d'accord avec cette vision, le fait qu'entre fonction support qu'on peut solliciter comme ça et offre de service, il y a vraiment peut-être une envie un peu différente en interne? Pour moi, le balancier, il est clairement vers l'offre de service. Donc c'est mon combat quotidien que de
de ramener à la raison les gens qui considèrent le contract management comme une offre de support. On est en face du client. Le client, il nous remet les clés. Il faut le savoir, au contract manager, il dit bon, souvent on est sur Orange, on est dans un certain nombre de cas, on s'occupe des grands comptes, nous, sur des contrats stratégiques. Le poste même de notre interlocuteur ou sa carrière dépend de comment on exécute le contrat. On est vraiment un acteur du business Orange et un acteur du business pour le client. On est là pour bien évidemment répondre à la promesse, mais aussi détecter des opportunités. C'est souvent nous qui connaissons. Est-ce que c'est nous qui connaissons le mieux le client? Il y a pas mal de gens qui sont en face du client, mais mes équipes connaissent extrêmement bien le client. C'est une valeur énorme pour l'entreprise. Alors justement, j'allais te poser une question sur les interfaces, justement. Est-ce que vous gérez bien? Tout à l'heure, tu disais, dans le dispositif, il y a effectivement en interne, on a prévu les contract managers, mais il y a des PMO, il y a des billing managers, voilà. Est-ce que ces interfaces, cette gestion, cette gouvernance est claire en termes de RACI? Est-ce que c'est facile à organiser? Ah oui, tout est super clair. Tout est compris de tout le monde. Il y a zéro problème. Je comprends même pas la question. Ah oui, moi je suis désolée alors. Donc tu vois, en plus chez Orange, j'en parlais à Stéphanie tout à l'heure, on aime bien dichotomiser. On a beaucoup de rôles, beaucoup de rôles. Pour répondre à ta question, j'ai combien de temps? 2 minutes. En fait, on catégorise un peu. Donc déjà, on n'est pas. Déjà, il y a l'avant-vente et l'après-vente. Donc notre rôle, nous sommes en responsabilité sur l'après-vente. C'est-à-dire nous sommes en responsabilité d'exécuter les contrats pour le client. Donc les responsables post-sales, c'est nous. En avant-vente, Yasmina en a parlé tout à l'heure, on participe en avant-vente, mais on n'a pas, c'est pas nous qui sommes accountable de l'avant-vente. On est entre guillemets en support de l'avant-vente. Tiens, un petit message au passage, c'est que il y a une avant-vente qui se déroule, comme je l'ai dit, on n'est pas en responsabilité, et derrière, du jour au lendemain presque, à l'acte de signature, on devient responsable que ça se déroule bien. Donc j'ai une croisade qui est en interne, qui est que je veux installer un processus de sign-off clair et formel sur le fait que au moment où les gens de l'avant-vente vont remettre une réponse à un client, qu'il y ait un sign-off de notre part, parce que si ça se signe, ce sera nous qui serons en responsabilité. Figurez-vous que c'est compliqué. Mais je ne vais pas abandonner. Mais ça me semble indispensable. Non, mais merci. Il faut aussi dire ce qui est compliqué. On est là pour se dire les choses. Stéphanie, est-ce que tu rajouterais quelque chose sur justement cette gouvernance en interne pour créer la chaîne de valeur en fait Oui, pour rebondir justement, parce qu'il y a une diversité, je pense, de gouvernance qu'on peut mettre en place. En fonction des équipes, ça peut être des gouvernances avec les commerciaux pour faire un état des lieux du pipe, avec la finance pour faire un point sur PNL, etc. Mais pour rebondir sur le point de sign-off, nous, ce qu'on a mis en place aujourd'hui chez OVH Cloud, parce que le besoin était vraiment très important, c'est des kick-offs internes. C'est ce que tu appelles les sign-off, parce que justement, il y a force est de constater qu'il y a parfois, indépendamment d'une mauvaise compréhension contractuelle, un manque d'ownership. C'est-à-dire que tout le monde, ah oui, ok, il y a telle ou telle obligation, super. Mais personne ne va prendre le lead. Donc, pour pouvoir assurer une gouvernance à travers les différentes équipes, c'est-à-dire on parle de finance, on parle des équipes support, on parle des équipes... Enfin, exactement, d'avoir une gouvernance transverse au démarrage du contrat pour dispatcher les responsabilités, qu'il y ait un récit clair sur qui fait quoi. Ça, je pense que c'est clé. Qu'on a, par ailleurs. Mais là, ce que je veux... donc merci Stéphanie, c'est exactement ça. Nous c'est dans le cadre de Endover et qu'on fait et qui sont formalisés, qu'on fait de manière systématique. Mais je pense que vraiment, c'est important pour moi qu'il y ait, au moment où on va soumettre une réponse à un client, un vrai sign-off du contract manager pour que les vendeurs l'intègrent en amont et il faut dire la vérité aussi, pour responsabiliser les contract managers chez moi en disant bon ok, je fais un sign-off. Après,
ce sera pas après, ce sera pas simple de dire bah oui c'est de la faute de l'avant-vente parce qu'il n'a pas mis telle chose ou il n'a pas bien. Si on a un sign-off, c'est qu'on a un sign-off. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair. Je voudrais maintenant qu'on passe à aller encore plus loin, parce qu'on a parlé de l'interne, mais justement pour être performant vis-à-vis de l'externe, il faut que déjà en interne les choses soient claires. Donc racis théorique parfois, mise en œuvre pas toujours simple, effectivement, c'est ce que j'entends dans vos réponses. Le but ici est de pouvoir se dire, est-ce qu'on peut vraiment démontrer que le contract management peut devenir une offre de service, mais là, cette fois-ci, vis-à-vis de l'externe, vis-à-vis des clients, et de vraiment arriver à développer ça. Stéphanie, comment intégrer le contract management dans l'offre globale, hein, est-ce que finalement c'est un peu touchy, c'est faisable? Quand on s'adresse au client, je pense qu'il faut adapter son discours et son positionnement en fonction de la maturité du client ou du partenaire. Hein. Je mixe les deux. Parce que si on est en face d'un client qui a une maturité, on n'aura pas la preuve, par l'exemple à faire vis-à-vis du contract management. On sait que ça a de la valeur. En revanche, pour des entreprises où c'est des entreprises moins matures, je me répète un peu, là, à mon sens, faut donner des exemples. C'est-à-dire, voilà les exemples de projets qui ont réussi parce qu'il y avait du contract management. À l'inverse, voilà des exemples où le risque aurait pu être évité avec du contract management. Parce que toute la complexité, je trouve, de notre profession, c'est de pouvoir valoriser la gestion du risque. C'est-à-dire l'absence d'un risque qui ne s'est pas produit. Donc voilà, je trouve que l'exemple est un bon moyen de valoriser vis-à-vis de nos clients la plus-value du contract management. D'accord. Et vous allez jusqu'à le présenter dans une offre, justement, de mettre en fait un peu les... Non, oui. Non, côté contract management au VH Code, on n'est pas suffisamment mature pour ça. Je suis aux prémices de tout ça. D'accord, ok. Mais oui. Et Daniel, est-ce que justement, pour rejoindre ce que dit Stéphanie, on peut la monétiser véritablement, la rendre apparente, cette offre vis-à-vis des clients? Il y a des choses qui marchent bien chez nous, oui, très clairement, c'est une ligne de business. Hein. Bon, c'est pas la plus grosse ligne de business d'Orange, mais c'est une ligne de business très claire qui a un revenu sur lequel, effectivement, il y a un revenu clair dans les factures de nos clients. Il y a une ligne gouvernance, contrat et services et qui a un revenu associé, il y a une facture. Et vous n'avez jamais de retour sur le fait qu'on vous dise « Oui, vous nous faites un peu payer le contract management, c'est quand même un peu fort de cacao ». Mais jamais. Enfin, franchement. Non, des fois, il y a des contextes clients dans lesquels c'est plus facile à vendre que d'autres. C'est clair. À nous de savoir montrer la valeur qu'on apporte. Hein. Non mais c'est une ligne juste. Vous savez, les télécoms se portent comme elles se portent. Hein, c'est un marché baissier malheureusement. Mais ça, c'est une ligne de service en croissance. Très bien. Je me dis aussi, justement, par rapport à cette ligne de service, que c'est à double tranchant, puisque si on met un fort impact contract management derrière, et que le client nous dit « Ah ben en fait, on aimerait bien optimiser le prix, donc on veut pas de contract management. » Ah. D'où, je pense, l'importance là d'illustrer avec des exemples. En fait, là, le coût que ça va vous coûter, c'est autant que ça ne vous coûtera pas sur le projet pour telle ou telle réalisation de risque. Merci. Très bonne, je note. Hein. Très bonne réponse. C'est bien. Juste pour rebondir aussi, c'est parce que là on parle de ligne de facturation à des clients, mais je pense qu'il y a une façon de réfléchir qui peut être un peu différente. C'est-à-dire, ça peut être porté par effectivement un client, le projet, mais comment c'est porté par le client? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, quand on intervient en delivery, ça peut être une ligne à l'instar des consultants. Mais ça peut être aussi du forfait, via du phasage. Ça peut être, en fait, j'imagine qu'il y a pas mal de réflexions à se poser sur comment, en fait, on fait, entre guillemets, avaler la pilule du contract management à nos clients. D'accord. Ça pourrait même être, si on pousse ton raisonnement, de se dire, bon, ok, il y a des clients qui ne sont pas convaincus, on leur a présenté, ils nous ont dit non, les facteurs de complexité ne sont pas suffisants. En revanche, vous avez la possibilité d'activer cette option en cours de projet, et donc ce serait des choses un peu comme ça? Oui, exactement. Et je pense aussi notamment par la formation. Typiquement, ce que vous faites, vous, aujourd'hui, tu packages aussi ton offre de service contract management. Tu vas venir former soit des personnes qui sont des opérationnels qui ont pour ambition de devenir du contract management, soit aussi tu peux vendre à ton client. En fait, on va éduquer les personnes du projet
au contract management. Et ça peut être aussi une offre de service à envisager. C'est bien, hein? Ah ouais, très bien, très bien. C'est intéressant. Oui, vas-y, Juste, Daniel. peut-être que c'est le moment, Nawal, tu me diras, sinon tu m'arrêtes. Pour nous, le contract management, c'est une de nos offres de professional services. Alors, c'est peut-être pas très clair pour vous, les professional services, mais on vend souvent des solutions de communication. On vend des flottes mobiles à un client, la gestion de ces flottes mobiles, on vend des réseaux de communication, des solutions. Et on top, enfin au-dessus de ces solutions, on vend des professional services, c'est-à-dire des services. C'est souvent incarné par des gens qui vont compléter la solution. Et dedans, il y a différentes lignes de professional services. Il y a le project management, il y a le service management, il y a le technical management, il y a le consulting et il y a le contract management. Il y en a 5. Et donc dans l'ensemble, c'est une ligne de business très importante pour Orange Business, à tel point que qu'il y a un marketing central qui va marketer les professional services, qui va développer les offres, qui va suivre les tendances marché et qui va nous aider à trouver les arguments, à packager et à industrialiser un peu notre offre de contract management. Donc on s'inscrit vraiment c'est pas un petit truc anecdotique, on s'inscrit vraiment dans le business d'Orange Business et c'est une ligne complémentaire. Merci, c'est clair. Je voudrais maintenant essayer d'aller vers la question, parce qu'on a dit comment le vendre. Maintenant, comment faire le REX, puisque c'est quand même l'objet aujourd'hui, le retour d'expérience sur la valeur ajoutée de ce qu'on a vendu à nos clients derrière le contract management. Daniel, tu veux... En fait, quand il n'y a pas de contract manager, ça marche moins bien. Donc, non, mais en fait, chez nous, le contract manager, c'est un peu, il agit comme chef d'orchestre, en fait. Comme chef d'orchestre, notre job n'est pas d'être sur les opérations. C'est un peu notre difficulté aussi, c'est parce que le client, souvent, il peut avoir des problèmes opérationnels. Nous, on peut pas s'en désintéresser, mais c'est pas notre job. Donc, il faut qu'on s'appuie sur des chefs d'orchestre spécifiques ou sur des interlocuteurs spécifiques sur les opérations. Mais on sert vraiment de chef d'orchestre pour aller chercher la compétence adéquate au moment adéquat au vu de la situation du contrat client ou des aléas ou autres. Donc, ça, c'est une vraie valeur que d'aller trouver cette bonne réponse au bon moment en interne. Donc, ça peut aller vers d'autres rôles professional services, ça peut aller vers des fonctions support, donc c'est souvent nous qui allons solliciter les fonctions support, les juristes, les achats, etc. en cours de contrat. Et donc c'est cette fonction de facilitation, de coordination. De coordination qu'on fait autant que faire se peut en proactif et pas en réactif. Et ça change tout en fait. Ça change tout dans la perception client, ça change tout dans comment on exécute nos services vis-à-vis du client. Et cette fluidité, selon toi, elle est vraiment... c'est une remontée que vous avez effectivement de la part de vos clients. Oui, c'est plus fluide quand on intervient. Est-ce que c'est parfait? Peut-être pas, mais oui. Non, mais c'est vrai que c'est aussi, si tu dis ça, c'est que vous avez aussi cette remontée de la part de vos clients. Stéphanie, alors toi, comment tu as vu, comment tu verrais justement la mesure ou la justification de cette valeur ajoutée d'une ligne de service, d'un forfait, d'un abonnement, soyons fous, vendu? Sans faire de redite avec ce que Daniel disait et avec ce qu'on a déjà dit autour de la valeur, des KPI, etc. Mais, et de l'exemple, encore une fois, mais je vais rester attachée à l'exemple parce qu'en fait, quand on a... je vais vous donner un exemple là, parce qu'on est sur le retour d'expérience, sur un projet sur lequel je suis intervenue récemment, en dédié. Parce que on a adressé une chambre de compensation et c'était... Tu peux expliquer ce que tu viens de dire? Parce que tu as parlé un peu vite, je suis pas sûre que tout le monde... En fait, dans le cadre d'une expérience récente, on a eu une grosse négociation avec une chambre de compensation. Et en l'occurrence, ça sort complètement de nos standards. OVH, on surfe sur un modèle standard industrialisé.
Et de plus en plus, on va adresser des gros clients. Donc, typiquement, chambre de compensation. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Une chambre de compensation, ils vont. Je veux pas non plus enfoncer des portes ouvertes, mais bon. Non, mais c'est vrai. Une chambre de compensation, est-ce que je vais être capable de vous l'expliquer simplement? Et rapidement, en plus. C'est une entreprise privée qui est assujettie, qui est soumise à des réglementations financières, loi de finances militaires, etc. Et qui vient valider, on va dire, les opérations de vente sur le marché boursier. Si je la fais, ça va? Oui, Grégory me acquiesce, donc c'est bon. Et donc je suis intervenue de façon, pour le coup, complètement dédiée à ce projet-là, un peu en pompier dans la négociation, parce que, en fait, les juristes pataugeaient, enfin, c'est pas sans montrer du doigt, mais il y avait besoin de leadership, de facilitateur, de proactivité. Et tout à l'heure, on parlait de responsabilité des fonctions. Et en fait, s'il n'y a pas ça, et je pense que le contract management, c'est ça la valeur. Et clairement, pour en avoir discuté après, une fois que le deal était signé avec le client, en fait, sans, encore une fois, m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, c'est le contract management en tant que tel, mais c'est vraiment, le client dit, mais c'était super, en fait, on a besoin de ça. Et d'ailleurs, on a parlé de ça en disant, mais en fait, leur besoin en interne, de former derrière les directeurs de projet, au contract management, parce qu'une fois que le projet est signé, encore une fois, il y aurait besoin de contract management sur le delivery. Bon, voilà, cette parenthèse est en fait. Mais... Non, mais c'est très bien. Alors, je vais vous poser une dernière question à tous les deux. Selon vous, quels éléments de culture d'entreprise vont favoriser justement le fait d'être quand même assez audacieux, je le dirais, sur le fait de transformer des fonctions qui ont été jusque-là support en offre de service? Chez vous, Daniel, à ton avis, quels sont les éléments de culture qui le permettent spécifiquement? Question qui n'est pas facile. Hein. Non, je prends la question à l'inverse, en fait. C'est plutôt si tu veux bien. C'est plutôt que, globalement, le business de notre entreprise est en train de changer. On était vraiment un opérateur et de plus en plus, on devient une société de service. Le business d'un opérateur n'est pas vu, et pas géré de la même façon qu'un business de société de service. Le business d'un opérateur, vous savez, un opérateur, ça va développer des produits, des plateformes, et faire en sorte que ces produits, ces plateformes, ils soient adoptés par une majorité de clients. Et donc le métier roi, les métiers rois, c'est le marketing, et parce que c'est eux qui définissent les produits, et à la limite, c'est les vendeurs, parce que c'est eux qui vendent. Ok. Mais ça, c'est avant. Et on est en train de basculer de plus en plus vers un business de service. Et dans un business de service, qu'est-ce qu'une société de service? En fait, si ce n'est, c'est pas pour être réducteur, mais si ce n'est la somme des contrats qu'elle a avec ses clients. On est en train de... donc, pourquoi je dis ça? Parce que le contract manager, dans ce modèle de société de service, à la limite, pour moi, c'est le rôle clé. C'est l'alpha. Et on est en train de... la table est en train de se retourner côté Orange Business, mais elle n'est pas complètement retournée. Le chemin va être long encore. L'idée, c'est que moi et mon équipe, aujourd'hui, on concourt à ce changement de mentalité et de faire en sorte que ce contract manager qui est bien compris aujourd'hui, soit demain un des rôles jugés comme le rôle crucial au sein d'Orange Business. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu as bien fait de retourner la question, j'aime bien l'approche. Très bien, c'est très clair. Merci. Stéphanie, alors toi, quel élément de culture pour toi va favoriser justement ce genre d'approche qui est plus offre de service? Moi, je vais prendre la question, essayer de la prendre dans le bon sens. Il faut aussi, quand même, il en faut. Mais je pense que la culture d'entreprise, c'est un peu ce que tu disais, Daniel, c'est-à-dire autour du service. Donc, être client, pour faire des anglicismes, mais client-oriented. Et quand on a cette culture-là, qui est une culture de groupe, ça va être beaucoup plus facile d'inscrire le contract management et de le faire rayonner au sein de l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Je pense aussi le fait d'avoir, et je l'ai déjà évoqué, mais je pense que c'est un point clé, c'est d'avoir des sponsors au sein de la direction, pour pouvoir faire rayonner le contract management et que ça fasse partie de la culture d'entreprise en fait. Voilà. Très bien, on va s'arrêter là-dessus, ça me semble pas mal. Je vous remercie, on peut les applaudir. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous.
Sans transition, je vais demander à Thierry Piton, à Grégory Levaux et à Clémence Fousseret de me rejoindre sur les fauteuils pour adresser la dernière table ronde, Rex Contract Management, le pilotage contractuel du risque cyber sur nos projets, les défis internes et externes. Je vous demande juste une seconde pour ma transition personnelle. Que de beaux sujets ce matin, n'est-ce pas? Et celui-ci en est un très important. Le risque cyber, c'est plus du tout un risque IT aujourd'hui. On l'a souvent associé à ça. On peut dire que c'est un risque projet, c'est un risque contractuel et désormais un risque vraiment stratégique. Aujourd'hui, on va essayer d'explorer avec nos 3 intervenants comment le pilotage contractuel permet non seulement de réagir à la menace, puisque c'est bien une menace, c'est un risque, mais surtout d'anticiper, d'organiser et évidemment de responsabiliser les acteurs internes et externes. Donc on va essayer d'avoir ces 2 approches, internes et externes. Et pour ça, on a 3 intervenants de qualité avec des rôles bien définis. On a un premier intervenant avec une vision un peu contract manager senior stratégique. On a un intervenant contract manager à dominante juridique et puis un référent national d'une grande compagnie d'assurance qui est un expert du risque cyber et qui va nous apporter une vision plus technique et responsable aussi de la souscription et qui est un observateur privilégié de terrain. Je vais vous laisser quand même vous présenter rapidement en quelques mots. Oui, je passe tout de suite la parole parce que je l'ai fait tout à l'heure, donc je suis Grégory Levaux. Thierry, je veux bien que vous vous présentiez. Je suis le responsable de effectivement, la souscription au niveau national chez AXA, le référent national. Donc chez AXA, on est sur les entreprises de 0 à 5000 salariés, donc la PME à la très grosse ETI, et j'anime une vingtaine de souscripteurs qui souscrivent, donc ils font des contrats cyber pour les entreprises sur toute la France. Clémence Fousseret, donc je suis avocate au barreau de Paris, contract manager, fondatrice de mon cabinet d'avocats. J'interviens essentiellement en droit de la protection des données et droit des contrats et j'accompagne également les organisations en matière de contract management sur des projets de construction, projets industriels et projets IT. Merci à tous les 3 d'être là. On va essayer de commencer ce Rex en essayant de comprendre le risque cyber dans les projets, parce que je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose qui est évident pour tous. Je disais à Thierry pas plus tard que lors de la pause networking, tout le monde en parle. Mais quand on voit opérationnellement comment c'est géré sur le terrain, je ne suis pas sûre que tout le monde soit outillé pour y faire face. Alors, Grégory, si tu veux bien, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment le risque cyber est devenu un risque projet à part entière ? Oui, alors juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, je me permets une très rapide introduction puisque tu dis tout le monde en parle, effectivement tout le monde en parle et on ne mesure pas forcément l'impact. J'ai trouvé quelques chiffres intéressants que je voulais mettre en exergue. Aujourd'hui, un chiffre ANSSI, donc ça ne vient pas de n'importe où, le coût moyen mondial d'une attaque cyber, c'est 4,4 millions de dollars. D'accord ? C'est un coût moyen, il y a moins, il y a plus. Aux États-Unis, le coût moyen, c'est 10 millions de dollars. Aux États-Unis. Donc, c'est assez phénoménal. Et pour donner un autre exemple, assez parlant aussi, je trouve, au Royaume-Uni, c'est très récent, ça date de août 2025, l'économie s'est contractée de 10 points de base, si on parle en financier, donc 10 points de base, c'est 0,1%, ce qui est assez considérable, parce qu'il y a eu une attaque cyber sur la société Jaguar Land Rover, qui a provoqué la fermeture de 3 sites de fabrication automobile pendant 5 semaines. Donc c'est 33 000 personnes qui se retrouvent au chômage technique pendant 5 semaines. Et ça contracte directement l'économie britannique, l'économie du pays. Donc tout ça pour montrer à quel point on est sur un sujet éminemment sérieux, qui ne touche plus que les infrastructures critiques. On pense en risque cyber, hôpital, défense. Non, c'est aussi des attaques qui touchent directement les entreprises et l'économie de manière très générale. Voilà. Donc c'est juste pour montrer l'importance du sujet. Oui, ton exemple illustre assez bien, répond déjà un peu à la question que je comptais te poser, qui est celle des impacts concrets sur la continuité, les délais, la confiance client. Alors,
Exactement, on va y venir, mais d'abord il faut bien garder en tête que le risque cyber il est devenu un risque projet à partir du moment où les opérations se sont appuyées de plus en plus sur des systèmes connectés, sur des données sensibles et puis de manière générale sur des fournisseurs qui sont digitalisés. Donc on est vraiment dans cette zone-là aujourd'hui et une attaque ne se limite plus juste à un incident technique. C'est véritablement un risque qui prend des proportions, comme je viens de le dire, assez considérables et qui va impacter la capacité du projet à fonctionner, à produire, à livrer tout court. Et on peut prendre plein d'exemples. On est dans les télécoms, donc prenons un exemple télécom, la compromission d'un routeur cœur de réseau qui est en phase de déploiement 5G, puisque tout le monde a entendu parler de ça, va entraîner un audit complet de l'architecture et du coup un décalage de mise en service. Une attaque par ransomware sur une plateforme BIM d'un projet d'infrastructure dans la construction qui génère une accessibilité pendant 10 jours des maquettes et qui va provoquer un gel de la coordination entre le bureau d'études, les architectes et les ingénieurs, etc., etc. On en a plein des cas comme cela. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers tous ces cas, on est face à des menaces techniques qui deviennent des risques de non-livraison, de surcoût et puis de non-respect des obligations contractuelles. L'impact sur la confiance et les délais, il est majeur, quoi. Non seulement il est majeur, mais il prend de l'ampleur sur la continuité, par exemple. Évidemment, il y a des jalons qui vont être retardés, il y a les gels des opérations, et puis il y a aussi toute la partie activation des plans de rémédiation qui eux aussi prennent énormément de temps. En fait, le temps de l'attaque, c'est pas seulement le moment où l'attaque est subie et le retard immédiat généré par cette attaque. C'est aussi toute la rémédiation parce qu'il faut remettre les choses en ordre et il faut s'assurer que les choses sont remises en ordre durablement. Donc tout ça, c'est un délai additionnel. C'est aussi une confiance client qui peut être attaquée, abîmée, avec l'affaiblissement de la crédibilité du fournisseur. Cet affaiblissement de la crédibilité du fournisseur, elle engendre une multiplication des exigences, un renforcement du contrôle contractuel, et du coup, ce renforcement des contrôles contractuels, parfois une renégociation du périmètre, voire même des garanties. C'est du temps, c'est de l'argent aussi, parce que ces négociations sont longues, et puis aller chercher des garanties additionnelles, c'est parfois également un surcoût qui n'avait pas été budgétisé. Bon, ça y est, on a peur, tu nous as mis dans l'ambiance, là, c'est bon. Thierry, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, puisque vous êtes vraiment un intervenant vraiment spécial pour nous parler au plus près avec votre vision assurantielle. Est-ce que vous pourriez nous dire si on peut encore dire qu'une cyberattaque, c'est un aléa externe, ou est-ce que c'est désormais un risque maîtrisable au sens de on peut le mesurer ? Alors c'est une bonne question. Je vous remercie. Effectivement. Non, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la menace cyber a profondément évolué. On va dire ces 2 dernières années. On est passé à une phase industrielle des cyberattaques. Qu'est-ce qui permet ça ? C'est l'utilisation de l'IA par les groupes cybercriminels. Donc c'est des attaques aujourd'hui qui sont robotisées et donc qui sont lancées à très 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 grande échelle. Je vais vous donner 2 chiffres pour illustrer ça. Les groupes cybercriminels scannent Internet à la recherche de vulnérabilités exploitées. Ils lancent chaque seconde dans le monde 60 000 scans pour repérer les vulnérabilités des entreprises exploitées sur Internet. Donc, très grande échelle, ça c'est le risque technique. Ils exploitent aussi les vulnérabilités humaines, c'est les personnes dans les entreprises qui vont cliquer sur un email malveillant. Et là, 3,4 milliards d'emails malveillants, on parle, partent chaque jour dans les entreprises depuis ces groupes cybercriminels. Et ce qui fait l'utilisation de l'IA fait que c'est automatisé, robotisé. Aujourd'hui, les ransomware rentrent dans l'entreprise, mais font tout seul, quelque part. Ils exfiltrent les données, ils vont même jusqu'à la négociation de la rançon d'une manière autonome. Donc, ça décuple la capacité pour les groupes cybercriminels de lancer effectivement ces attaques. Et le phishing est de plus en plus ciblé. Ça devient même des frappes chirurgicales, tellement l'information est là que finalement la personne va recevoir le bon email au bon moment et va cliquer dessus. Donc ça devient très 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 compliqué. La conséquence de ça, c'est clair, c'est de la fréquence. Moi, j'assure des entreprises, donc je vois cette fréquence. Et on est aujourd'hui à peu près une entreprise sur 2 est victime d'une cyberattaque chaque année. Donc c'est un risque très fréquent. Donc en assurance, quand on parle de fréquence, c'est un sujet. Le deuxième sujet, ça a été dit, c'est les impacts. Les impacts sont très très lourds d'une cyberattaque. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, des PME se disent encore, bon allez, en quelques jours c'est réglé, il n'y a pas trop de sujets, on en parlait encore tout à l'heure. Pas du tout, les impacts sont très très lourds. Nous, on le voit dans les sinistres, on est dans la vie réelle, on traite des sinistres d'entreprise. Et effectivement, pour se remettre en moyenne d'une cyberattaque sur l'activité, c'est 16 jours. C'est 6 jours d'arrêt total, suivi de
10 jours de reprise en mode dégradé de l'activité. Et là, on est sur une moyenne. On a des cas beaucoup plus longs que ça, où l'entreprise met des semaines, voire des mois à s'en remettre. Donc il faut avoir les reins solides aussi, quelque part, pour tenir ce type de... Voilà. Il y a l'exfiltration des données aussi, qui est très important. Des données sensibles, des données de brevets, des données personnelles avec des impacts réglementaires. Et ça, c'est systématique dans les cyberattaques. Maintenant, c'est la première chose qu'ils récupèrent, c'est effectivement les données. Il y a l'impact d'image dont on a parlé, qui est très important aujourd'hui. L'impact réglementaire, on en a parlé. Et puis, je pense qu'on va en parler un petit peu après, c'est la supply chain. Effectivement, aujourd'hui, les cyberattaques vont attaquer effectivement les sous-traitants pour rentrer dans les donneurs d'ordre. Et donc, si je me positionne du côté du sous-traitant, un risque aussi de responsabilité et un risque effectivement pour le dirigeant qui se rajoute à tous ces risques dont on vient de parler. Donc on est sur les risques stratégiques, ça a été dit. Ça doit être traité au niveau de la direction générale, quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit une PME, une TPE ou un grand groupe du CAC 40, ça doit être traité par la direction générale, mettre en place des mesures, c'est-à-dire de détection, de prévention, de protection, de détection et de résilience. Toute la chaîne doit effectivement être couverte. Et l'assurance cyber est un outil essentiel, on va en parler après, de ce dispositif. C'est bien un risque qu'on essaie de mesurer, d'encadrer, hein, on est bien d'accord. On essaye, on avance petit peu. Ça fait 10 ans qu'on fait ça chez AXA. Effectivement, il y a beaucoup de travail, mais on arrive à maîtriser ce risque avec beaucoup de connaissances et d'expertise de ce risque-là. C'est indispensable pour pouvoir souscrire du cyber. Merci, c'est très clair. Clémence, tu interviens ici avec ta casquette un peu plus compétences juridiques. Est-ce que juridiquement, on peut définir le risque cyber et si oui, comment ? Alors oui, je vais tenter une définition. S'il te plaît. Alors qui est vraiment basée sur l'articulation, on en a beaucoup parlé déjà jusqu'à présent par rapport aux obligations réglementaires. Donc c'est vraiment, cette définition, elle sera vraiment basée sur cette articulation en matière d'obligations de sécurité, de notification, de gestion des incidents et de prévention, tel que cela résulte en fait des textes et de la jurisprudence. Je dirais déjà qu'en fait il y a 3 composantes au niveau du risque cyber. D'une part, il y a vraiment le sujet de la vulnérabilité. Donc le premier point, c'est vraiment ce point vulnérabilité. Cette vulnérabilité, elle peut être humaine, technique, organisationnelle. La deuxième composante, c'est cette notion de menace, une panne, une erreur, une attaque. Et puis la troisième composante, effectivement, c'est la data en fait. L'actif sensible qui est la data, puisque maintenant la data est devenue le nouvel or noir finalement au sein des organisations. Alors, je tente ma définition. Donc, le risque cyber, juridiquement, finalement, c'est l'ensemble des menaces cyber susceptibles de porter atteinte à un système d'information d'une organisation et donc de compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données donc qui sont stockées, traitées ou bien transmises, et des services connexes qui peuvent finalement relever d'attaques malveillantes, d'erreurs humaines ou encore de défaillances ou de vulnérabilité technique. Voilà, c'est bon. clair. Ouais. Tout ça, c'est... Bon, voilà, après, tout ça, c'est... vraiment, il ne faut surtout pas hésiter, vous aussi, en termes de compréhension des obligations de manière générale, à vous sensibiliser aussi à titre pro et à titre perso. Ne pas hésiter véritablement à consulter les sites internet de l'ANSSI, de la CNIL sur tous ces sujets autour de la protection et de la sécurité des données. Et il y a également le site cybermalveillance.gouv.fr. Tous ces sites, ce sont vraiment des mines d'or en termes d'informations pour tenter au maximum de tous nous protéger en réalité, parce qu'on est vraiment tous concernés par ces sujets. Merci Clémence. Juste une parenthèse, Oui. excuse-moi. Cybermalveillance, c'est un site excellent, effectivement, qui propose en plus tout un tas de formations en ligne gratuites. Exactement. Voilà, qui sont assez utiles pour le commun des mortels. Merci pour le partage. Thierry, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la manière dont le marché de l'assurance cyber a évolué ces dernières années et aussi quelles leçons tirer des incidents et sinistres récents chez AXA, en fait, en tout cas avec la vision que vous avez, vous? Alors, on est sur un petit marché. L'assurance cyber, ça reste un petit marché à l'échelle de toute l'assurance de toutes les entreprises, parce qu'il est assez naissant, mais il est, on va dire, à plusieurs étages. Il y a les grandes entreprises qui ont une forte maturité dans la gestion du risque cyber, qui sont toutes assurées. On est à quasiment 100% de taux.
Et au bas de l'échelle, on a les TPE et les PME qui ont déjà une faible maturité par rapport au risque et qui en plus ont un très faible taux d'assurance. On est à moins de 3% pour les TPE et moins de 10% pour les PME, donc c'est effectivement très très faible. Donc l'assurance évolue pour traiter ces cas-là, en tout cas aller vers ce type de clients, et donc avec des solutions packagées. Quand on dit solutions packagées, c'est de dire déjà, dès la prévention, on va aider les PME à monter en maturité. Leur prendre la main, les monter en maturité avec des services qui peuvent être intégrés dans le contrat, directement offerts dans le contrat d'assurance. Nous, chez AXA, effectivement, on a ça avec un scan de vulnérabilité, prendre connaissance des vulnérabilités, des plateformes de sensibilisation au risque pour former les salariés et en fait mettre une culture de la cybersécurité dans les PME, c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc ça, c'est inclus dans le contrat, effectivement, c'est offert. Et après, apporter à ces entreprises tout un écosystème de prestataires avec lesquels on a sélectionné ces prestataires, on a négocié les tarifs et donc apporter tout un écosystème pour effectivement monter en maturité avec tout type de prestations et on est capable de répondre à tous les besoins d'une entreprise en termes de cybersécurité. Donc la prévention est très importante pour monter tout cet écosystème en termes de maturité. C'est indispensable pour gérer le risque cyber, il faut commencer par là. Après, le deuxième pilier, c'est l'assistance parce que de toute façon, la cyberattaque va arriver. Tout ce qu'on met en place va permettre de réduire la probabilité, de la repousser dans le temps, mais elle va arriver à coup sûr. Donc nous-mêmes, on est conscient en tant qu'assureur. Donc l'objectif, c'est d'apporter de l'assistance. Effectivement, les entreprises, quand on parle d'attaques cyber, sont totalement démunies. Une PME, vous leur demandez qu'est-ce que vous faites le jour où vous avez une attaque cyber, il ne sait pas quoi faire, qui appeler, quels sont tous ces sujets-là. Donc l'assistance permet tout de suite de mettre des experts en réponse à incidents, en communication juridique, etc., même du support psychologique aujourd'hui, pour faire en sorte que le dispositif soit prêt et que la PME se dise j'appelle et donc on va surmonter cette crise avec les bons professionnels qu'il n'a pas obtenus. Et le dernier volet, c'est là, effectivement, c'est beaucoup plus classique en assurance, hein, c'est l'indemnisation quelque part des garanties. C'est important aussi, bien sûr, parce que ça protège le bilan, parce que les coûts sont très très élevés. Hein, ça a été dit. En France, c'est les grandes entreprises qui ont 4 millions de dollars, mais c'est vrai que même une TPE qui se prend un sinistre à 200 000 euros, c'est énorme pour une TPE. Elle peut y rester, elle peut déposer le bilan. Donc c'est protéger aussi le bilan. Tout ce dispositif, il doit évoluer dans le temps. La menace évolue très très vite. Et donc nous, c'est ça le sujet, on doit être parfaitement au courant de la menace, on en parlait effectivement tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette anticipation, on voit les sinistres, on a des retours, mais aussi être en contact avec les autorités publiques, c'est ce que fait AXA, être en contact avec du threat intelligence, anticiper sur l'évolution de tout ça, être au campus cyber, discuter avec effectivement tout cet écosystème hein, et vraiment être au fait de tout ce qui se passe pour que tout ce dispositif il évolue en fonction de la menace. On ne sera pas en avance par rapport à la menace, hein, mais en revanche, qu'à l'instant T, tous nos assurés aient le bon dispositif pour pouvoir se remettre d'une cyberattaque. Vous allez très loin, vous parliez d'accompagnement psychologique, c'est un risque très anxiogène, hein, avec un impact psychologique important. Mais c'est documenté, hein, c'est l'équivalent d'un stress post-traumatique dans une entreprise, hein, donc c'est très très élevé. D'accord. Vous avez des retours, des choses qui vous ont marqué en termes d'incidents, de choses particulières à votre niveau, des leçons à tirer particulières ? Ce qui m'impressionne le plus quand je vois les sinistres, c'est d'ailleurs un des sujets de Nice 2, c'est de protéger notre écosystème d'entreprise qui produit, qui fabrique, hein, qui a des usines. Parce qu'un impact, ça a été dit avec Jaguar, hein, un impact sur un outil de production d'une cyberattaque, il est gigantesque. Jaguar a dû arrêter sa chaîne de production, jeter tout ce qui était effectivement sur la chaîne, reparamétrer c'est gigantesque. Et ce qui m'impressionne toujours, moi, c'est une PME, à l'échelle d'une PME, de voir le montant d'un sinistre sur une petite entreprise qui fait, on en a vu un, c'est une vingtaine de millions d'euros. On parle d'une petite PME industrielle qui a quelques machines à découper dans le centre de la France. Hein. C'est ça le sujet, qui se prend un sinistre à 1 million d'euros parce qu'effectivement l'usine est arrêtée pendant un mois. Voilà, alors qu'elle est accompagnée, en parlant plus de l'accompagnement, c'est ça qui est impressionnant. C'est effectivement, il faut que les entreprises se rendent compte des impacts qui sont très 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 lourds d'une cyberattaque et aujourd'hui il y a encore beaucoup à faire. On disait, ils ne se rendent pas forcément compte. Ça nous parle beaucoup ce que vous dites parce que nous on gère des contrats complexes, des systèmes complexes donc, et ce que vous venez poser sur la table aujourd'hui, c'est que finalement le risque cyber est aussi la conséquence du manque de résilience face à une complexité qu'on n'est plus forcément capable de gérer en fait. Et ça, ça fait très peur.
Bon, on va quand même continuer pour se donner un peu de courage pour voir ce qu'on peut faire. On va essayer de voir comment le contrat peut être un outil de prévention et de gouvernance, hein, puisque ce risque, on l'inscrit évidemment dans notre métier, dans notre pilotage contractuel et projet. Grégory, est-ce que tu pourrais nous dire si on peut, puis on va parler plutôt gouvernance ici, traduire la cybersécurité dans des plans de gouvernance contractuelle? On a parlé depuis ce matin beaucoup de gouvernance. Est-ce qu'au regard du risque cyber, il pourrait y avoir une traduction? Oui, alors ça c'est notre rôle, on ne peut pas tout faire en tant que contract manager sur le sujet cyber, mais effectivement on a un rôle à jouer il y a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est les clauses, évidemment, les clauses dédiées à cette exigence cyber, à ce risque cyber. Dans ces clauses, il y a les références aux bonnes normes qu'on peut imposer, des références à des certifications, des obligations de surveillance bien évidemment et de reporting. Des clauses qui vont aussi imposer des correctifs de sécurité, des délais stricts. Et puis, moi, je suis très favorable aussi à la charte informatique, qui peut être un document co-construit avec le contract manager, parce qu'il a des choses à dire et à écrire sur le sujet, et qu'on mettra en annexe du contrat. Ça, c'est le premier levier évident qui nous parle directement. Après, le contract manager, il est aussi à la frontière entre contrat et projet. Et donc, on a cette vision opérationnelle qui doit se déployer. Le deuxième levier, ça va être les processus opérationnels associés à la partie contractuelle, qui, eux, peuvent être nombreux, tout ce qui est gestion des incidents, délai de notification, le partage de responsabilités sur les phases de remédiation, parce qu'il faut bien, là aussi, les clarifier, ces phases. Toute la coordination avec le RSSI, qui va être de plus en plus important. On n'a pas besoin d'être dans une société d'informatique aujourd'hui pour qu'en tant que contract manager, on ait accès au RSSI, c'est absolument indispensable et ça fait faire partie de notre quotidien. Il y a les plans d'action anti-intrusion auxquels il faut penser, tous les outils de cryptage, et puis bien évidemment, en matière de cybersécurité, l'incontournable protocole de conservation des données dont tu parlais à juste titre tout à l'heure, Clémence, puisqu'on parle évidemment de données sensibles. Deuxième levier. Troisième levier, c'est les comités et la routine de pilotage. Il va falloir qu'on passe du temps en comité à regarder des droits. Tu parles de comité interne, externe, non, interne. Je parle de comités projet, principalement les vrais comités de pilotage qui aujourd'hui ont des tableaux de bord classiques, puis suivent l'opérationnel, la technique, le calendrier, la performance. Et puis, dès demain, il faut y inclure peut-être un tableau de bord orienté risque cyber, avec des revues d'exposition, des validations conjointes de plans de continuité, parce qu'il faut en faire un sujet à part entière et régulier, pas une fois de temps en temps lorsque on a vent d'une éventuelle attaque. Et puis le dernier levier, selon moi, ce sera la gestion de la chaîne fournisseur avec toutes les obligations de flux descendants. La traçabilité, il faut beaucoup tracer. Alors on trace déjà beaucoup en tant que contract manager. Sur le sujet, ça va être peut-être encore renforcé. Et puis la partie auditabilité. Encore une fois, tous les plans mis en place à travers la charte informatique et à travers le suivi en comité ne servent pas à grand-chose s'ils ne sont pas audités à fréquence régulière. Quand on demande à notre fournisseur de mettre en place des outils de cryptage, encore faut-il aller vérifier que ces outils de cryptage ont été véritablement déployés. Donc l'auditabilité, elle est essentielle. Elle ne sera pas forcément menée par le contract manager, sauf sur les aspects contractuels et respect des obligations contractuelles. Mais encore une fois, c'est du temps et c'est un coût. Oui, et c'est un coût, effectivement. Je pensais à ça, justement. Clémence, Grégory a parlé de la gouvernance. Pas mal des clauses, hein, aussi. Ouais, un peu des clauses, oui, il a un petit peu... voilà. Est-ce que, en complément, quelles clauses, selon toi, sont essentielles pour prévenir, encadrer le risque cyber ? J'ai envie de casser le mythe un peu tout de suite. Vas-y, sois disruptive. sur la force majeure, parce que c'est vrai que on évoquait tout à l'heure le sujet risque, aléa. Est-ce que finalement, le risque cyber, est-ce que véritablement aujourd'hui, c'est encore un aléa? Est-ce qu'il peut répondre à la définition de la force majeure, finalement, ce risque cyber? Alors légalement, c'est pour ça que je voulais casser le mythe tout de suite. Il faut vraiment avoir en tête que aujourd'hui le risque cyber ne répond plus ou ne répond pas, je ne sais plus dans quel sens le dire maintenant. Donc ne répond plus finalement à la définition de la force majeure prévue par l'article 1218 du Code civil. Imprévisibilité, irrésistibilité. C'est ça, extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité. Tout simplement parce qu'en fait le risque peut être prévenu et d'autant plus avec toute la partie obligation réglementaire, donc de mettre en place les mesures techniques, juridiques et organisationnelles qui vont bien.
au titre au sein des organisations. Donc la jurisprudence aujourd'hui, elle renvoie un peu la responsabilité sur les organisations, de prise en compte de ce risque qui est désormais un risque connu en réalité de tous et donc qui n'est plus considéré légalement, en tout cas comme un cas de force majeure. Rien n'empêche, bien évidemment, parce que comme notre super article 1218 du Code civil n'est pas d'ordre public, on peut y déroger contractuellement. Donc rien n'empêche effectivement de prévoir une cyberattaque pourrait être est considérée comme un cas de force majeure, mais il faut bien le définir contractuellement. C'est dur, Thierry a parlé des PME et des petites entreprises, c'est dur. L'irrésistibilité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mettre en œuvre les actions pour empêcher effectivement les conséquences, c'est pas la même chose quand on est un grand groupe et quand on est une petite entreprise. Je partage tout à fait, sauf qu'en fait, en réalité, la responsabilité pèse sur les organisations, sur tout type d'organisation, et d'ailleurs, quelle que soit sa taille, en réalité. Qu'on soit micro, petit, moyen, gros, en fait, peu importe, on doit mettre en place au sein de l'organisation les mesures techniques, juridiques et organisationnelles qui vont bien pour prévenir la sécurité des données. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, la responsabilité, j'extrapole un peu, je spoil un peu la suite, mais pour le coup, d'ailleurs, la responsabilité de l'organisation, en réalité, peut être recherchée en cas d'effectivement de faute de sa part par rapport à la non mise en place, finalement, de toutes ces mesures, voire jusqu'à la responsabilité pénale du dirigeant, en cas de faute de gestion ou de manquement à son obligation de prudence par rapport à la protection, en fait, des données qui lui incombent en fait. Donc c'est vraiment très important. Donc voilà, donc je voulais un peu casser le mythe sur cette partie force majeure dès le départ. Bien évidemment, une clause responsabilité, si on peut réussir à fixer limite, plafond, bon ça en termes de contract management, on est quand même assez habitué sur ces typologies de clauses, mais bien évidemment la clause responsabilité n'est surtout pas à négliger, on est bien d'accord. J'irais même jusqu'à même si effectivement toute la partie mesures de sécurité juridique, technique, organisationnelle, donc toutes ces mesures sont prévues par le fameux RGPD, le règlement européen sur la protection des données. J'irais même jusqu'à contractuellement finalement bien ficeler toutes ces mesures et surtout bien gérer les relations en termes de responsabilité, ça a déjà été évoqué, vis-à-vis des sous-traitants qui peuvent intervenir sur les traitements de données. Avec des possibilités d'audit. Exactement, c'est effectivement avec des clauses d'audit. Alors, des clauses d'audit qu'on applique véritablement. Il ne suffit pas de l'insérer dans le contrat. Oui, c'est ça. Le tout, effectivement, c'est de pouvoir vérifier toute la chaîne de sous-traitance et éviter, comme Thierry l'évoquait juste avant, qu'un sous-traitant soit victime finalement d'une cyberattaque pour pouvoir récupérer les données de son donneur d'ordre potentiellement. Donc ça, c'est très très important. Je voulais aussi, Grégory l'a évoqué, mais on peut aussi prévoir contractuellement tout ce qui est des clauses en fait relatives à la continuité d'activité et à la reprise en fait d'activité. On peut également organiser des tests en fait, des tests annuels par rapport à ces éléments-là. Et puis aussi en cas d'incident, prévoir une possibilité entre les parties, potentiellement, de pouvoir accéder aux logs, en fait, de pouvoir mettre à disposition et de conserver les logs, tout ce qui concerne en fait la journalisation des logs, pour potentiellement, en cas d'attaque, pouvoir remonter facilement. Tu peux expliquer les logs rapidement pour les gens qui... Oui, les logs, en fait, c'est tout ce qui concerne les données de connexion, en réalité, au niveau des systèmes d'information. Voilà. Et puis, on peut également prévoir une dernière petite clause, c'est sur tout ce qui concerne un engagement de formation et de sensibilisation. Enfin, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment, c'est très, très important d'avoir aussi cet engagement de formation et de sensibilisation des collaborateurs au sein des parties sur tous ces sujets, protection des données et cyber. Ça rejoint l'offre de services qu'a évoqué Thierry tout à l'heure. Tout à fait.
Et bien justement, j'aimerais bien savoir, Thierry, parce que Clémence et Grégory viennent de parler un petit peu de la traduction de la gestion du risque cyber dans nos contrats, d'un point de vue purement contractuel, mais juste dans la gouvernance. Est-ce que vous pourriez nous dire comment les contrats commerciaux, les contrats qu'on gère, nous, contract managers, et les polices d'assurance que vous vendez à vos clients peuvent être alignés? Bon, alors ça a été dit effectivement, mais je le rappelle, hein, pour un RSSI, la gestion aujourd'hui de la supply chain, hein, de la chaîne de fournisseurs, du risque fournisseur sur le plan cyber est stratégique. Donc globalement les fournisseurs stratégiques, mais aussi ceux qui accèdent au SI, pour lequel le risque est de plus en plus élevé, et encore plus élevé évidemment tout ce qui est prestations IT, parce que là on est dans le très stratégique pour un RSSI. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a aussi, ça a été dit, des sujets réglementaires, DORA, NIS 2 demain, qui effectivement vont imposer de toute façon la vérification de cette supply chain, et donc des questionnaires, c'est-à-dire des audits, etc. Et donc il y a un sujet aussi légal sur ce côté-là. Donc c'est stratégique. Du point de vue de l'assurance, nous ce qu'on voit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi, c'est qu'effectivement on a des grands donneurs d'ordre, notamment par exemple dans l'aéronautique, hein, dans la supply chain aéronautique, qui vont imposer des garanties, qui vont demander effectivement à leurs sous-traitants, qui sont des PME, hein, des garanties qui sont parfois très élevées en responsabilité civile cyber. Donc ça peut être des garanties très élevées. Nous, on s'efforce de l'accompagner parce que c'est vital pour ces sociétés, hein, c'est leur business qui est en jeu. Ils ne peuvent pas postuler un appel d'offres s'ils n'ont pas celui des garanties. Donc ça, on voit ça effectivement de plus en plus fréquemment. Et après, ce qui est très important, stratégique, c'est pour les achats, les contrats avec les prestataires IT. Là, effectivement, il faut regarder dans le détail. Ça a été dit, un grand groupe a des juristes, a des structures, etc. Une PME, pas du tout. Donc, quand elle est face à un fournisseur IT, c'est très important qu'elle vérifie certains points. C'est clair qu'il y a systématiquement des clauses de limitation de responsabilité en cas de cyberattaque malveillante, hein, ça c'est voilà. Soit c'est une exclusion totale, et dans ce cas-là il n'y a même pas de sujet, soit c'est une limitation, mais il y a des montants qui sont ridicules, hein, le montant de ce qui est payé dans l'année ou depuis le début du contrat, donc c'est vraiment rien quelque part. Donc, ça, il faut rappeler ça aux entreprises, il faut s'assurer cyber soi-même. Ne pas compter, et c'est aussi, il y en a qui croient ça, compter sur son prestataire pour se dire, mais il a une ERC, donc finalement je suis assuré. Non, en fait, ça, effectivement, il n'y a pas du tout d'assurance de ce côté-là, c'est très important. Après, quand on est assuré, il faut regarder si son contrat, parce qu'il y a une définition du système informatique dans un contrat, est-ce que cette définition inclut tout ce qui est effectivement sous-traité, tout ce qui est hébergé, tous les programmes, les serveurs virtuels, etc., qui sont dans le cloud. Est-ce que c'est compris dans la définition du SI du contrat? Si c'est le cas, très bien. Ça jouera une cyberattaque qui va toucher des serveurs virtuels dans le cloud, va être couverte. Si ce n'est pas le cas, ça ne sera pas couvert. Ça sera limité au système d'information propre du client, ce qui est limité aujourd'hui, parce que de plus en plus de données sont dans le cloud. Donc ça, c'est effectivement important. Ce qui est important aussi, et ça on le voit dans les sinistres, hein, c'est très important, c'est de vérifier des mesures de cybersécurité qui sont mises en place et qui sont contractualisées avec le prestataire informatique. Voilà. Il y en a des réveils qui sont très douloureux, des dirigeants d'entreprise qui se croyaient effectivement qu'effectivement les mises à jour étaient faites par le prestataire, qui croyaient effectivement qu'ils avaient une sauvegarde déconnectée, et en fait le jour J, non. Donc les conséquences de la cyberattaque sont énormes. Donc il faut bien contractualiser avec son prestataire IT exact, mais clairement qui est de la responsabilité de qui et qui fait quoi. Et effectivement, ça évite quand même de grosses déconvenues derrière. D'accord, c'est très clair. Est-ce qu'il y a Je peux juste ajouter une mini chose, parce qu'en fait c'est hyper important ce que vous dites, et je pense qu'effectivement toutes ces clauses doivent véritablement être intégrées dans le pilotage en fait contractuel. Et en fait la problématique de ces clauses, c'est que généralement c'est très très technique. Et que donc le pilotage n'est pas toujours aisé, en tout cas pour le contract manager. Donc la mise en œuvre difficile. Thierry, est-ce que, si on se dit un peu quand même, c'est un sujet qui est pas facile pour les organisations, pour les PME, mais je crois aussi pour les grands groupes, c'est pas si simple. En tout cas, à notre niveau, nous qui pilotons, est-ce qu'il y a des zones grises à votre niveau qui persistent, quelque chose qu'on a du mal à... je sais pas, appréhender ou pas particulièrement, on découvre, on avance et finalement on gère au mieux?
les zones grises, donc en fait, ce qu'il faut, c'est sécuriser la couverture. C'est ça, effectivement, le sujet aussi derrière quand on a un contrat. Donc, on parlait effectivement quand on souscrit un contrat d'assurance, il y a effectivement des mesures de prévention sur lesquelles l'entreprise s'engage quelque part. Et donc, ça, c'est vérifier déjà que c'est mis en place en interne ou que son prestataire, ça revient au contrat avec son prestataire informatique, le fait. Parce qu'effectivement, autrement, le jour du sinistre, on va dire tiens, vous nous avez dit que vous avez telle mesure de sécurité, vous ne l'avez pas. Et il y aura effectivement un sujet de proportionnalité dans l'indemnisation qui peut poser un problème. Donc ça, c'est vraiment un sujet à regarder quand même de près. L'autre sujet à ne pas oublier quand on est assuré cyber, qui est très important, c'est la loi LOPMI. La loi LOPMI impose aux entreprises qui sont assurées cyber de déposer plainte dans les 72 heures qui suit la constatation de la cyberattaque. 72 heures, ça va très très vite. Quand dans une crise cyber, il faut aller au commissariat, il faut aller à la gendarmerie, c'est physique, il faut déposer plainte. Donc il faut déjà mandater très vite quelqu'un qui le fait. Parce que si ce n'est pas fait dans les temps, l'assureur doit ne pas du tout indemniser le sinistre, qui peut se monter à des montants, des enjeux très importants. Voilà, donc ça c'est un point qui est absolument fondamental aussi. Et puis après, c'est choisir le bon niveau de garantie. On est un peu plus dans la quantification, se dire, essayer de travailler sur quel serait pour une entreprise le coût sinistre, quelque part, d'un sinistre cyber, en fonction de l'activité. J'ai parlé d'une dizaine de jours d'arrêt. Quantifier ça en termes de perte d'exploitation pour dire, c'est quoi Nous, on sait qu'un sinistre cyber, c'est entre 70 et 80% de perte d'exploitation dans ce qu'on verse comme indemnité. Donc c'est très élevé. Il y a ce sujet-là qu'il faut regarder. La marge brute est effectivement ce qui va être perdu pendant la durée. Les frais informatiques sont très importants. Et puis dans certains cas, mais là c'est vraiment très spécifique, se dire, il y a une notification qui est à faire à la CNIL, mais si j'ai des données personnelles très sensibles, ça ne va pas être un petit mail à mes clients, ça va être un courrier recommandé. Et on a vu des cas, des labos d'analyse, où l'envoi des lettres recommandées se chiffrait en millions d'euros. Donc voilà, il faut aussi, il faut avoir ça en tête, les conséquences, il faut réfléchir en amont au coût pour pouvoir caler effectivement le montant de garantie. Et puis l'enjeu réputationnel ensuite. Il y a une chose qui va. Donc Thierry, là vous avez un peu évoqué les erreurs à ne pas commettre, ou est-ce que vous avez des compléments sur ces erreurs contractuelles ? Non, on a fait le tour un petit peu. Okay. Clémence, d'un point de vue purement juridique, pas forcément opérationnel, je vais laisser à Grégory cette partie-là. Comment gérer la communication avec les co-contractants pour se protéger, je veux dire juridiquement, je ne parle pas du relationnel ici, je parle davantage effectivement du contractuel, lorsqu'on est victime de cyberattaques sans aggraver la responsabilité. La question en creux, c'est un peu, faut-il parler vite ou au contraire, je te laisse finir. Ouais. Thierry évoquait le sujet des 72 heures et avec le risque associé effectivement de ne pas être pris en charge en termes d'indemnisation par l'assureur. Il faut savoir que ce délai de 72 heures est aussi un délai qui est imposé au titre du RGPD ou encore de NIS 2. Pour effectivement notifier tout ce qui peut être lié à une violation de données. Et si on ne le fait pas, sanction administrative en fait. Le défaut en fait de notification d'une violation de données au titre de la réglementation constitue du coup un manquement en matière réglementaire et donc avec une sanction administrative à la clé, sanction bien évidemment qui prend la forme d'une amende. Qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial pour le RGPD, par exemple. Alors, je dirais, sauf circonstances exceptionnelles, de toute façon, il faut quand même parler vite, mais méthodiquement, en fait. Il faut parler vite auprès du co-contractant, parce qu'en réalité, chaque seconde, chaque minute peut compter par rapport pour pouvoir limiter au maximum, finalement, les risques. Mais bien évidemment, il faut faire attention à la façon dont on procède. Et puis, parce que contractuellement, bien évidemment, donc je parlais du délai réglementaire, mais aussi contractuellement, on peut potentiellement avoir des délais d'ailleurs qui sont plus courts en termes de notification, et si on ne respecte pas, on serait en breach également. Et puis tarder, dans le cadre d'une notification, ça pourrait aussi être considéré comme une violation de l'obligation de bonne foi qui doit bien évidemment toujours guider notre relation contractuelle, quand même.
Donc voilà, donc je dirais dans un premier temps, on vérifie, on qualifie l'incident survenu, on pré-notifie en réalité, on peut un peu prendre des pincettes, on peut pré-notifier facilement auprès de notre co-contractant sans bien évidemment reconnaître quelque responsabilité que ce soit, mais en actant que des investigations sont en cours et que voilà, on les tiendra informés finalement de la suite. Et ensuite, on notifie de façon définitive auprès des co-contractants, mais toujours en gardant cette neutralité juridique. Il faut faire très attention par rapport à la formulation qu'on emploie. On n'emploie pas « nous avons fait une erreur »,« nous sommes responsables ». Bon, voilà. Il faut former les gens à la Exactement. technique rédactionnelle, même Ouais, à cet endroit-là. Et puis, très important, pour éviter la dilution des infos et les potentielles contradictions qui peuvent survenir au sein des organisations, obtenir, en tout cas, avoir un interlocuteur unique par rapport à la gestion de cet incident, ça me semble aussi tout à fait essentiel. Merci Clémence. Thierry, on a beaucoup parlé des bonnes pratiques des premières heures pour préserver la couverture. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. J'ai une question un peu particulière à poser, mais qui mérite d'être posée. Est-ce que la peur de déclarer une attaque est-elle encore un frein chez les acteurs économiques ? Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que vous êtes capable d'avoir cette vision ou pas ? De moins en moins, effectivement. Vu la fréquence dont on va parler, de moins en moins. Il y a une époque, c'était le cas, effectivement. On essayait de cacher le sujet, passer un peu sous les radars, parfois même vis-à-vis de la CNIL, ce qui est effectivement très risqué, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, non, effectivement, on se rend compte qu'il n'y a plus de honte à avoir une cyberattaque, vu la fréquence dont on parle. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est communiquer efficacement et donc montrer à son écosystème qu'on a pris les mesures qu'il faut pour se protéger, pour les protéger, qu'on avait anticipé cette cyberattaque, c'est-à-dire qu'on avait pris les moyens de résilience et d'organisation et qu'on déroule quelque part quelque chose qu'on avait prévu. Alors à l'échelle d'une PME, c'est un petit exercice de crise, c'est une petite procédure, c'est beaucoup plus complexe qu'une grande entreprise, mais en tout cas être prêt effectivement à la cyberattaque et que cette cellule de crise s'organise, se mette en place le jour de la cyberattaque. L'assurance va apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les experts qui seront là pour tous ces sujets-là, qui sont très importants. Après, il faut mettre quelqu'un dans l'entreprise en face, quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est dépôt de plainte, CNIL, juridique, quelqu'un qui va s'occuper de la communication, qui est fondamentale, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas se louper sur la communication, en lien avec notre prestataire. La partie métier, qu'est-ce qu'on va redémarrer, et puis l'IT, qu'est-ce qu'on va redémarrer de plus critique comme application, comment on va repartir. Et donc, voilà, il faut anticiper cette crise quelque part, qui est une crise énorme. Si c'est pas anticipé, ça part dans tous les sens et pour le coup, on a une difficulté à la gérer et qui peut poser des gros problèmes. Grégory, est-ce que tu penses que le contract manager doit devenir le garant de la vigilance numérique au regard de tout ce qui a été posé, parce que Clémence et Thierry ont posé le cadre des risques, etc. Maintenant, on revient à notre métier, à notre rôle. Est-ce que tu penses que c'est à lui d'être le vigilant, le garant de la vigilance numérique ? Un rôle de plus. Un rôle de plus. C'est compliqué avec le contract manager parce qu'effectivement, sa pluridisciplinarité joue pour lui et parfois contre lui. C'est pas pour rien qu'effectivement on traite de ce sujet autour d'une table ronde dans un événement contract management. Donc la réponse est forcément oui. Maintenant, il faut aussi mettre des limites. Il est très clair que nous ne sommes pas experts cyber et on n'a pas vocation à le devenir. D'ailleurs, j'ai toujours tendance à dire qu'en tant que contract manager, on est expert d'absolument rien. Mais par contre, on doit connaître un petit peu de tout. Oui, et bien connaître quand même. Exactement, et se développer sur ces différentes disciplines qui font la beauté et l'intérêt de notre métier. Donc on ne va pas pouvoir passer à côté du cyber, encore une fois sans devenir expert, mais clairement on va participer à la coordination de cette vigilance numérique. Et cette coordination, ça passe par plusieurs choses. Notre rôle, ça va être d'assurer que les obligations contractuelles sont renseignées, suivies, tracées et portées devant les bonnes instances au niveau du projet. Finalement, on est à la convergence entre le juridique, l'opérationnel et le financier, parce que depuis tout à l'heure, on revient quand même sur la problématique financière associée au risque cyber, et donc on ne pourra pas passer outre. Maintenant, il faut être clair, le rôle principal, ceux qui sont au front, c'est d'abord les opérationnels, à qui on va apporter un soutien, mais finalement, c'est le soutien classique du contract manager, c'est-à-dire que face à une obligation contractuelle, il faut que l'opérationnel, les acteurs du projet de manière générale, connaissent la
règle du jeu. Et on est là pour leur expliciter cette règle du jeu, pour leur faire découvrir même parfois, pour l'interpréter, pour la faire évoluer. Et donc ils ont véritablement besoin de nous pour faire le lien entre le terrain et le contrat lui-même. Et puis c'est aussi s'assurer, dans le cadre de cette vigilance numérique, dans la continuité de ce que nous dit Thierry, du bon choix de police d'assurance. Est-ce que les polices d'assurance qui ont été choisies en interne et de celles qu'on attend du prestataire, du fournisseur, sont conformes au niveau de risque, puisque d'une entreprise à l'autre, d'un projet à l'autre, c'est pas le même niveau de risque cyber, donc il n'y a pas une police unique. On entendait, excuse-moi, je te coupe parce que c'est intéressant ce que tu dis. Thierry disait, sans citer aucun donneur d'ordre, mais bon, dans l'aéro, on voit à peu près qui c'est, dire effectivement, j'ai une nuée de sous-traitants à qui j'impose effectivement des obligations cyber importantes. Du coup, quand je prends une police d'assurance importante, je viens finalement dégrader ma marge si je provisionne. Et bah, c'est quand même un sujet pour nous. Un sujet, exactement, absolument. Non, ça a un impact majeur. Et puis, il faut aussi considérer ce risque cyber à l'intérieur de nos propres processus. On a déjà des processus, et notamment on en a un qui permet de loger ce risque nouveau, qui est l'administration des données sensibles, qui aujourd'hui est un processus clé qui s'intéresse principalement, comme son nom l'indique, données sensibles, à des données, à des thématiques qui sont susceptibles de générer des conséquences civiles, mais également pénales. Donc on a déjà la confidentialité, on a la propriété intellectuelle et on a les données personnelles. Trois sous-thématiques que l'on gère à travers ce processus et ces outils. Je pense qu'il faut plus tarder à ajouter une quatrième thématique qui est le risque cyber. Ouais. Je sais pas, quand tu parlais de notre rôle, est-ce que tu as des clés ou tu as des idées pour faire que ce risque cyber soit vraiment un réflexe dans la culture projet, au sens de comment le faire passer concrètement au quotidien ? Il faut réfléchir en termes de dynamique. Je vois 4 dynamiques. Auprès du projet, je veux dire, bien sûr, dans des équipes projet. Et la première dynamique, selon moi, c'est l'acculturation. Il faut véritablement que ces gens du projet, ces acteurs du projet, découvrent, comprennent ce risque, prennent peur même parfois, ça passe par là, et donc la sensibilisation contractuelle nous aide. On a un processus de contract awareness, ça aussi. En fait, on les a tous, les processus, les outils. De sensibilisation, oui. Voilà, il faut juste mettre le risque cyber au bon endroit. La contract awareness, la sensibilisation contractuelle, c'est un sujet majeur pour faciliter cette acculturation et faire en sorte que le risque cyber soit présenté très tôt aux opérationnels, pas qu'ils ne le connaissent pas, mais ils ne le comprennent pas forcément dans la vision contractuelle et juridique. Donc on peut leur apporter à travers ces sessions de sensibilisation. C'est aussi des rituels, c'est faire en sorte qu'on intègre systématiquement le sujet dans l'ensemble des comités, comme je disais tout à l'heure, dans un certain nombre d'outils complémentaires aussi, et puis de considérer que maintenant ce risque cyber, il est équivalent aux autres. Nous, on gère en tant que contract manager différentes typologies de risques, juridiques, financiers, opérationnels, c'est les classiques. Et puis de plus en plus environnemental, géopolitique, commercial, réputationnel, relationnel. On y ajoute le risque cyber dans cette liste. L'exemplarité est une des dynamiques qu'il faut absolument imposer, en montrant que les exigences cyber ne sont pas un frein, mais davantage un accélérateur de maîtrise. Ça, c'est important. C'est même parfois un élément différenciateur face à la concurrence, d'avoir correctement démontré qu'on était capable, vis-à-vis de notre client, d'intégrer la problématique et de savoir la gérer dans le cadre d'un plan de remédiation si jamais l'incident devait se produire. En fait, il faut faire en sorte que chaque membre de l'équipe, chaque acteur du projet, voit le risque cyber comme une condition de livraison et non plus un sujet annexe. Et j'insiste là-dessus. C'est devenu une condition de livraison. Et donc, il faut que tout le monde l'intègre. Et puis la dernière dynamique, ce serait sans doute l'évaluation du niveau de maturité interne. Et ça, je pense qu'on a un rôle à jouer, nous aussi, les contract managers, puisqu'on est sur le terrain, notamment en mode dédié. De voir sur le terrain, quotidien avec les acteurs du projet. Et donc, c'est très simple de mettre en place un questionnaire de sécurité, systématiquement déployé en début de phase d'exécution, et puis peut-être renouveler à fréquence régulière sur les projets les plus longs pour s'assurer qu'on a toujours le bon niveau de connaissance et la bonne sur les pratiques, effectivement. Clémence, est-ce que, au regard de tout ce que tu nous as dit sur le plan juridique, c'était très intéressant d'ailleurs d'avoir des éléments très concrets. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à l'aube d'un nouveau droit du risque cyber ? Est-ce que tu le sens poindre ? En fait, on a déjà un droit qui est bien fourni finalement sur tous les sujets liés à la protection des données et à la cyber, qu'on peut ranger d'ailleurs l'ANSSI range en 2 catégories. Donc il y a toute la partie, on va dire, véritablement liée à la sécurité des systèmes d'information, d'une part, et puis d'autre part, tout ce qui va concerner la confiance numérique.
Finalement, dans ces deux catégories, on a bien évidemment le droit européen qui est quand même qui nous guide, bien évidemment, qui guide notre droit français pour justement la mise en place de toutes ces obligations en matière de sécurité, de protection des données et en matière de cyber, en fait. Pour citer quelques réglementations. Donc on a forcément la partie le RGPD sur toute la partie protection des données avec les obligations qui vont bien en termes de sécurité, en termes de gestion des violations, de tout ce qui concerne les délais en matière de notification, etc. On a NIS 2 dont on parle beaucoup et qu'on a déjà pas mal évoqué autour de cette table ronde. Donc là c'est vraiment en matière de cybersécurité par rapport aux entités essentielles. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très très technique, mais en tout cas ça vient véritablement instaurer une gouvernance cyber, cette directive NIS 2 qui est en cours de transposition en droit français. Il y a déjà pas mal de textes qui sont sortis et c'est toujours en cours. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous êtes concerné, vous pouvez tout à fait vous rendre. Il y a un espace NIS 2 qui a été créé par l'ANSSI pour vérifier en réalité votre éligibilité à cette directive et toutes les obligations qui découlent de cette directive sont référencées sur cet espace mis en place par l'ANSSI. Donc ça peut être intéressant. Il y a DORA qu'on a aussi évoqué par rapport au secteur financier. Le Cyber Security Act, Cyber Resilience Act, je ne vais pas tous les citer. Non, mais on sent effectivement que le dispositif est déjà bien fourni. Ouais. En réalité, en droit français, on a la loi informatique et liberté, on a, j'écorche toujours son nom, la loi pour la sécuriser, réguler l'espace numérique de 2024, qui, elle, prévoit une lutte justement contre la cybercriminalité, donc elle renforce les mesures de sécurité. Tu vas nous faire un petit spécifique, voilà. Je pense. Bref, il y a plein de choses. Et il y a surtout, et ça a été évoqué tout à l'heure également, il y a aussi toute la partie référentielle au niveau des normes. Et je pense notamment à l'ISO 27001, qui permet aussi d'avoir un système de gouvernance finalement et de maîtrise du système de management de sécurité, de tout ce qui concerne en fait les systèmes d'information. Voilà. Merci Clémence. Donc on a de quoi faire. Effectivement, on peut répondre par la positive. Oui. Avant de revenir à toi, Grégory, je voudrais poser une question de résilience à Thierry. Thierry, est-ce que vous pourriez nous dire comment, au final, au regard de tout ce que vous nous avez exposé, vous synthétisez, non, je ne vais pas utiliser ça, c'est trop difficile. Comment bâtir une résilience partagée entre assureurs et entreprises, en fait? Si vous deviez donner quelques éléments de synthèse pour clôturer. Moi, je dirais qu'effectivement, j'ai parlé du développement de la menace cyber ne va pas diminuer. Faut se le dire. Ça ne va faire qu'augmenter. J'ai parlé de l'utilisation de l'IA massive. Ces groupes ont des moyens financiers absolument énormes. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer à augmenter. On a l'ordinateur quantique demain qui va être à disposition de ces groupes, qui va être un danger absolument énorme pour tout ce qui est chiffrement, sur lequel reposent tous nos protocoles de sécurité. Donc le futur de ce que je vois là-dedans, c'est effectivement entre entreprises et assureurs, c'est qu'il y a aussi un partenariat avec la tech. Moi, j'ai parlé aussi beaucoup de solutions de prévention, c'est-à-dire qu'on soit au cœur de l'écosystème et qu'on soit avec nos clients des partenaires de tech et qu'on propose un écosystème à nos clients de confiance. Nous, on n'a rien à vendre quelque part, mais par contre, on propose des solutions de confiance sur lesquelles on a confiance, souveraines en l'occurrence pour ce qui concerne AXA. Mais c'est ça, c'est de dire ça va tellement vite, il va falloir que les assurés aient un dispositif de prévention qui soit en phase, comme on dit, avec l'évolution de la menace. Ça veut dire que nous, c'est un partenariat avec l'entreprise pour la résilience, mais aussi avec cet écosystème sur lequel on travaille pour s'assurer que ce dispositif est en place et qu'on peut continuer à assurer les entreprises et donc assurer la résilience en fait. On va en avoir besoin de cette résilience parce que j'ai l'impression qu'on continue à créer des facteurs de complexité qu'on a du mal à gérer, un peu comme le risque environnemental, ça continue et ça commence à être difficile. Et je pense que l'assureur, effectivement, a son rôle à jouer pleinement dans l'accompagnement aux entreprises. Grégory, je vais finir avec toi et puis je vais rester sur la thématique de la résilience.
qui est effectivement importante. Est-ce que tu pourrais nous synthétiser, toi aussi, comment le contract manager deviendrait justement le pivot de cette résilience contractuelle au regard du risque cyber? Alors là aussi, il a clairement son mot à dire, puisqu'on a cette vision latérale, globale, holistique, cette capacité, cette tendance à casser les silos de l'entreprise pour faire en sorte que notre pluridisciplinarité puisse s'épanouir. Et du coup, on voit les obligations, on connaît les risques, on identifie les dépendances, les interfaces critiques. Et donc la résilience contractuelle, elle va reposer sur notre capacité d'abord à anticiper les zones de fragilité, ça c'est la première chose. Ensuite, à organiser la réponse contractuelle en cas de crise, bien évidemment, dans la continuité de ce que disait très justement Clémence. Sécuriser les responsabilités et les engagements. Et puis, maintenir la relation avec le client au cœur de la crise, dans un contexte très difficile où il faut malgré tout conserver une certaine transparence, ou en tout cas une transparence maîtrisée. Donc dans un contexte où le risque cyber ne cesse d'évoluer, Thierry vient très bien de le dire, notre rôle devient central pour transformer l'incertitude technique en un cadre de pilotage qui sera rigoureux et robuste. Et donc quelques exemples de ce qu'on peut mener comme rôle, comme action au quotidien lorsque ce genre de problématique se produit. Ça va être de redéfinir par exemple des jalons contractuels après un incident cyber qui aura retardé la mise à disposition d'un livrable majeur, de coordonner la communication officielle vers le client, pour éviter tout aveu implicite de responsabilité avant une analyse complète. Ce sera aussi de structurer peut-être un avenant qui va clarifier les responsabilités de chacun à l'avenir en cas d'incident qui va impliquer un sous-traitant critique. Finalement, cette contribution, elle permet de transformer un événement qui est toujours éprouvant, comme vous le disiez très justement Thierry, en une démonstration de maîtrise. Et de renforcer du coup la valeur contractuelle face à cette problématique. Maintenant, in fine, il ne faut pas se leurrer, il y aura de temps en temps le besoin du recours à la loi, et lorsque le contentieux est inévitable, il faut revenir aux essentiels, en l'occurrence là c'est le code pénal. Donc on a un délit dans le code pénal, c'est les articles 323-1 et suivants, qui nous parlent du délit d'atteinte au système de traitement automatisé. On peut faire appel aussi à d'autres articles qui sont plus classiques et qui ne sont pas spécifiques au cyber, je pense à l'escroquerie, ça fonctionne aussi. Bref, on a tout un arsenal juridique qu'il faut être prêt à déployer, mais avant de le déployer, si jamais effectivement on arrive vers ces extrémités, il faut être en mesure de cartographier l'attaque, ce sera la première chose. De faire peut-être intervenir l'huissier, s'assurer des bons constats, et en tant que contact majeur, comme encore une fois on est sur le terrain et que les chefs de projet et les opérationnels ont autre chose à faire, coordonner cette présence de l'huissier, l'emmener au bon endroit pour lui montrer ce qui mérite d'être mis en exergue, et puis finalement peut-être porter plainte devant le procureur de la République compétent. Je te remercie de terminer là-dessus. On voit bien un peu comme sur tous les sujets de la table ronde que notre gouvernance et notre pilotage est central. Parce qu'on a beau être accompagné par une très bonne compagnie d'assurance avec une bonne couverture, avoir bien rédigé une clause avec un plafond de responsabilité contractuelle, ce plafond n'est pas une sécurité absolue, il peut sauter en cas de faute lourde parce que notre comportement n'est pas adapté et l'assureur derrière aussi pourra pas forcément indemniser comme c'était prévu. Donc on voit bien qu'effectivement le cadre juridique et assurantiel est là pour nous apporter effectivement une sécurité, mais si derrière nos comportements ne sont pas adaptés, on n'y arrivera pas. Je vous remercie pour la pertinence de vos réponses. J'insiste vraiment, c'était vraiment de très qualitative. Ça nous a bien éclairé sur ce risque cyber de façon très opérationnelle, sur différents aspects avec des visions vraiment très riches. Donc merci à vous, j'ai appris plein de choses, moi personnellement, et j'espère que vous aussi. Merci Nawel, merci à vous deux. Merci. Alors, on va faire avant de faire une petite photo avec la dernière table ronde, je voudrais juste que vous restiez encore 5 minutes pour une petite conclusion avec Daniel et Yasmina, et puis aussi se projeter. Je vous avais mis l'enquête contract management en code barre. Ceux qui n'auraient pas répondu à l'enquête, est-ce que vous pouvez scanner le QR code et faire ça dans les transports, comme ça, si vous avez un petit peu de temps, comme ça, cette enquête, elle est là aussi pour nourrir notre discours, le marché, et plus on a de répondants, et plus vous avez de critères objectifs pour effectivement valoriser le contract management en interne et le faire continuer sa professionnalisation. Donc c'est pour vous, et on profitera du forum ouvert du contract management le 18 juin prochain en présentiel pour vous donner les résultats de cette enquête de façon inédite. Merci à vous trois, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Oui, tu veux bien prendre.
Restez là, Daniel, Yasmina, on peut peut-être conclure après. Moi, j'ai déjà conclu, donc je vous laisse le micro, Daniel. Mais j'avais pas prévu ça. Donc, je vous avais dit au début en introduction que c'était un bel événement, un petit peu en avance, j'anticipais, mais je trouve que c'était un bel événement. On l'a vu, hein, il y a différents niveaux de maturité dans l'adoption du contract management et sur le métier. Donc c'est là où c'est très important qu'on partage entre nous. Et je suis sûr que ça a rajouté des cordes à votre arc, encore une fois. Et vraiment, je pense, ce qu'on a en commun, c'est qu'on veut tous ancrer plus le contract management dans l'entreprise. Donc c'est super, on est une super communauté. Voilà ce que je voulais échanger avec vous. Merci Daniel. Si tu penses, Nawal, que tu ne vas pas... je voudrais, si tu me permets, Je crois Daniel, qu'ils en ont marre de moi. je voudrais vraiment remercier parce que c'est effectivement un événement conjoint EDCM et Orange Business. Nous, on est méga contents de vous avoir. J'ai effectivement appris beaucoup de choses. Et je voulais vraiment remercier Daniel, vraiment remercier Nawal parce que c'est extraordinaire la manière dont tu pilotes et tu animes ces tables rondes. Moi, je suis toujours bluffée. C'est sport. Hein, quand même. C'est sport. Désolée, Grégory, mais je suis bluffée. Et Ça ne lui enlève rien. c'est ça. Merci Daniel pour ta confiance. Et puis merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Mes alternants, parce que vous savez, il y a toujours derrière des personnes Ismaël, Dylan et Fatma. Qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Et qui, sans eux, ça ne serait pas possible. Donc, mille merci à l'EDCM et mille merci à vous qui êtes nos clients, nos partenaires, parfois nos fournisseurs. On est méga contents de vous avoir. Et juste pour c'est Thierry d'AXA, je ne sais pas où est Thierry. Il a dû filer. Il est parti. Je voulais juste lui dire, j'espère qu'il travaille aussi avec Orange Business dans le cadre de ses solutions. Voilà. Oui, alors journée, merci Yasmina, merci à vous deux de nous avoir permis d'organiser cet événement. Merci à Orange Business, on était ravis de faire cet événement avec vous dans ce bel auditorium. On espère qu'on aura d'autres beaux événements avec vous. Merci à notre public, on est toujours ravis de vous voir. Je suis désolée, j'ai pas pu discuter avec chacun d'entre vous, mais je vous ai vu et j'espère que vous serez là la prochaine fois. J'espère que vous avez appris des choses. Le Rex, c'était du partage et j'espère que vous repartez avec des clés. Et rendez-vous au plus tard, le 18 juin, à Paris, pour le Forum ouvert du Contract Management. 15 conférences en une matinée, ça c'est sport. Merci. Au revoir.